Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Florence et je suis patiente accompagnatrice ici au CHUM depuis maintenant 1 an. J'ai j'ai moi-même un cancer du sein métastatique. Et donc, voilà, c'est que dire. Je trouve que c'est extrêmement euh, valorisant et très riche de pouvoir accompagner des femmes qui vivent soit cette expérience, soit une expérience, des trajectoires similaires. Donc, pour moi, c'est une très, très grande valeur et ça m'a permis de découvrir justement c'est ça, la valeur de ce que peut apporter le savoir expérientiel auprès des gens qui vivent cette maladie. Très bien, merci. Bonjour tout le monde, moi c'est France. Moi je suis porteuse de la mutation BRCA1, donc j'ai développé un cancer du sein qui a été pris très très au début suite aux examens que je passais là, régulièrement. Moi j'ai commencé à faire de patiente partenaire à partir de 2014. J'étais en fin de traitement et tout ça. Puis, je me suis impliquée avec Marie-Pascale au début là, pour le projet Parole Onco. Puis, depuis ce temps-là, je continue. Puis, comme dit Florence, effectivement, ça donne un peu un sens à ce qu'on a vécu comme trajectoire de soins. C'est très enrichissant. Autant qu'on peut donner, on reçoit autant. Euh, Chaque patiente, on ne connaît pas l'impact qu'on a sur la patiente qu'on accompagne, mais par contre, la patiente de qui on parle, tout ça, elle a un impact sur nous, puis je pense qu'avec toute cette énergie-là qu'on véhicule, je pense que c'est réconfortant autant pour un que pour l'autre. Dire, bon, OK, on connaît l'histoire, puis on est proche sans se connaître parce que, bon, ça, c'est tout à fait anonyme et tout ça. Donc, non, je regrette pas de m'être impliquée, puis je vais continuer à le faire parce que je pense qu'on fait vraiment du bien comme patiente partenaire accompagnatrice. Merci. Bonjour, je suis Carole Espérance. Il n'y a plus rien à dire. Donc, à part de mon nom. Alors, j'ai eu un cancer du sein droit et des ganglions en fin 2019. J'ai été traitée pendant 1 an, le Gardeur et à HMR. De là, j'ai rencontré Israël Fortin qui m'a parlé de son projet et je n'avais évidemment pas été accompagnée dans la première partie de ma trajectoire, mais dans la dernière, quand j'étais en radiothérapie. C'est certain qu'on se dévoue beaucoup, mais c'est pour une bonne raison. Mais on apprend toujours quelque chose nous autres mêmes parce qu'on rencontre des patients qui ont des trajectoires très différentes des nôtres, mais qui ressemblent quand même, ou c'est pratiquement identique. Puis quand la personne parle, parce que moi, je n'avais pas pu parler au commencement, je me dis, oh my God, j'étais normale. C'était normal de me sentir comme ça. C'est normal d'avoir ces besoins-là ou ces ressentiments-là ou des choses comme ça. Alors, non seulement qu'on fait beaucoup de bien pour les femmes qui ont un cancer du sein, mais ça vient réconforter une partie qui est vraiment cachée dans notre subconscient et qui ressort à chaque fois qu'on parle à une patiente. Marie-Pascale, peut-être que je vais te laisser poser la première question à France, Florence et Carole. Oui. Oui, ma première question, ça serait vraiment sur votre propre expérience personnelle quand vous avez eu la fin des traitements. Comment vous les avez vécus et puis qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en termes de transition pour que ça se passe dans des conditions peut-être différentes de ce que vous avez vécu? On a entendu, je ne sais plus qui a parlé là, avant le grand trou noir là où finalement, voilà, c'est ça, Marie-André l'a dit. Donc peut-être qu'on pourrait revenir sur chacune de vos expériences et puis un peu comment elles vous ont marqué, puis comment on pourrait mettre ça au service d'un projet comme celui qu'on discute aujourd'hui, Continuum Parole Onco. Oui, alors comme tu disais, Marie-Pascale, Marie-André a très, très bien défini ça. Elle a parlé du grand trou noir d'après les traitements. Et aussi, en fait, Caroline Parent qui a mentionné ce patient
eu ce projet du mur là parce que je savais pas quoi faire après, hein. Donc, c'est vrai que pour moi aussi, ça a été très, très difficile. Et c'est d'autant plus difficile, ce vide, d'être tout d'un coup, on est lâché dans la nature, c'est OK, retour à la normale. Puis là, les proches, les amis, tout ça nous disent, ah, fantastique, c'est derrière toi, bravo, succès et tout. Mais toi, intérieurement, c'est pas comme ça du tout que tu te sens. Tu te sens, c'est ça, le grand trou noir. Et je pense qu'à l'époque, en tout cas, moi, à l'époque, j'étais pas en contact avec Parole Co. Ça, je pense que ça n'existait pas, en fait. Et, euh, et donc, je pensais que c'était pas normal d'avoir ce ressenti-là je comprenais pas pourquoi j'étais un peu déprimée, etc., etc. Et en fait, je pense que là, le soutien par les pairs aurait été extraordinaire. Parce que même si les amis, la famille, tout le monde est très, très bien intentionné, pour eux, ah ben, ça y est, c'est derrière. Alors que nous, c'est comme une espèce de retour à la vie normale, mais qui est très difficile parce qu'en plus, en tout cas dans mon cas, il y avait la peur de la récidive qui a mis beaucoup de temps à se, j'ai mis beaucoup de temps à me dégager de cette peur-là. Et donc, c'est ça. Je pense que s'il y a quelque chose que j'aurais aimé, c'est peut-être un groupe de patientes dans la même situation que moi, avec, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, une infirmière ou quelqu'un qui peut peut-être renseigner sur je ne sais pas, les symptômes physiques ou psychologiques, etc., mais aussi euh, une patiente partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà passé par là, et qui sait écouter et qui peut partager, etc. Bref, c'est ça que j'aurais apprécié, moi. Très bien. Carole, Florence, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu similaire à... C'est exactement la même chose. C'est le soulagement de nos proches qui disent, ah, finalement, le cancer est parti. C'est comme la pression qu'ils ont à nous supporter parce qu'ils ont peur des effets. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec un cancer, que ce soit du sein ou n'importe quoi. Et puis, après ça, on dit, ben là, c'est fini, on n'en parle plus, puis on passe à autre chose, mais c'est pas ça. C'est que après on dirait que la chimio, la radiothérapie, une fois que tout ça s'est placé dans notre corps, ça prend un certain temps à en ressortir. Et puis, c'est là que sortent tous les bobos, les malaises, les problèmes intestinaux, les problèmes gastriques, les infections, les sinusites chroniques, les infections urinaires. Puis là, on se dit, on a passé un an à essayer de suivre la société. On n'est pas pareil, on n'a pas de cheveux, on n'a pas de cils, notre corps ne suit pas, on a des maux un peu partout. Puis c'est exactement ça, c'est qu'on tombe dans le néant. Et puis les médecins de famille ne sont pas équipés pour voir à ces choses-là. Et puis, ça peut durer jusqu'à quelques années après parce que j'ai encore des problèmes avec mes ongles d'orteil qui étaient causés par la chimio. Puis, j'ai dit à mon médecin, non, j'ai dit, ça, là, ça dure depuis que j'ai eu de la chimio, puis ça ne part pas, puis tout ça. Alors, les gens, les médecins, puis c'est peut-être pas nécessairement leur vocation, mais c'est quand même une réalité. Puis, qu'est-ce qui aurait été pratique, c'était d'avoir un entre-deux. Une fois qu'on finit la radiothérapie, d'avoir un certain attachement avec un médecin quelconque, une infirmière à qui on peut parler de choses comme ça, outre le moral et le reste, là, mais l'importance de l'activité, l'importance d'un paquet de choses, parce que quand on se fait annoncer qu'on a un cancer, c'est pas la première réaction d'aller lire tous les livrets qu'ils nous donnent. Puis à Le Gardeur, on avait des rencontres physiques en groupe durant la chimiothérapie. C'était beaucoup plus accessible parce qu'on vit dans un monde différent parce qu'on a tous peur de mourir, on a tous peur de se faire enlever les seins, on a beaucoup de peur. Alors, le fait qu'on avait des rencontres interpersonnelles, c'était un peu plus facile.
France? Moi, j'ai un parcours un petit peu différent. Le fait que j'ai été pris très, très au début, bien évidemment, j'ai eu les chirurgies. Fait que moi, dans mon cas, c'est pas une longue période de traitement. Moi, c'est plutôt une longue série d'opérations. En 5 ans, j'ai eu 7 opérations. Fait que donc, c'était opération, convalescence, opération, convalescence. Fait que tout ce temps-là, il y a plein de monde autour de moi qui sont là, qui viennent, les petits plats, qui viennent, bon, parce que, bon, évidemment, quand on se fait opérer pour les seins, on n'a pas vraiment une mobilité au niveau des bras. Donc, on est un peu vulnérable, puis on est aux soins des gens qui veulent bien venir nous aider. Donc, moi, c'était plus ça. Puis effectivement, une fois que tout est terminé, ta guérison se poursuit tranquillement, mais tu n'as pas autant besoin d'aide. Donc, les amis viennent moins, la famille reprend leur vie. Mais toi, tu es là dans ton coin et tu dis, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Là, tu te ramasses avec plein de temps, puis là, ben, il y a des activités que tu n'es pas capable de reprendre encore parce que tu n'es pas tout à fait rétabli. Fait que tu es pendant 1 an, dans mon cas, c'était 1 an, où qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais? Où je reprends mes repères? Qu'est-ce que je faisais avant? Moi, c'était ça qui était mon trou noir, en fait. Alors, est-ce que, simplement juste pour faire un suivi de ça, est-ce que les problématiques que vous décrivez, est-ce que les femmes que vous accompagnez vous décrivent le même type de problématiques et puis comment vous les accompagnez justement sur la base de l'expérience que vous avez mentionnée tantôt? Ben, en fait, les patientes que j'ai accompagnées, souvent pendant leur parcours de soins, bon, on a quelques téléphones ensemble, puis la plupart, je n'ai pas de nouvelles une fois que leurs traitements sont finis. Ça arrive que parfois, j'ai des gens qui vont m'appeler pour me dire, « Ah, France, tu m'as bien aidé, puis bon, ça s'est bien passé tous les derniers mois, je reprends ma vie. » Puis là, je dis, « Bon, êtes-vous sûr que ça va? » Puis bon, je m'informe parce que on ne va pas dire qu'on est vulnérable encore quand nos traitements sont finis. On veut montrer qu'on est passé nous aussi au travers, mais c'est pas évident quand on le fait. Fait que j'ai très peu de références à ce niveau-là des patientes, là. Oui, Florence? Oui, moi je voulais juste, par rapport à ce qu'on disait avant, sur la question d'avant, je voulais juste dire qu'au fond, une fois qu'on a fini les traitements aigus, etc., là, il faut retourner à la vie normale. Mais c'est quoi la vie normale? C'est quoi la vie normale? Et c'est ça qui est extrêmement long comme cheminement, c'est-à-dire c'est de se retrouver une normalité qui n'est plus celle qu'on avait avant. Bon, ceci dit, moi, j'ai jamais accompagné de femmes dans cette période-là. Dans l'année que je viens de faire en tant que patiente accompagnatrice, j'ai pas eu quelqu'un. En général, on accompagne des gens qui sont en début de traitement aigu, ou pendant, ou des gens qui sont en récidive, qui ont un cancer métastatique, donc qui sont déjà passés, etc. Mais c'est très rare. Pour moi, ça m'est jamais arrivé d'accompagner quelqu'un qui est dans cette phase de retour à la vie normale, entre guillemets. Et c'est dommage parce que je pense que ça. Ouais, ouais. Mais c'est ça la prochaine question, en fait, et Marie-Pascale, je te la laisse. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a moins travaillé cette partie-là dans les interventions que vous avez faites? Et puis, comment vous voyez votre rôle pour les prochaines années dans le cadre évidemment de Continuum Parole Onco, et comment on peut vraiment s'assurer qu'il y ait une belle continuité qui se fasse entre cette période de vie où on a eu des traitements très intensifs et puis, comme tu dis, un retour à la normale où on ne sait pas très bien quel est ce retour à la normale. Est-ce que tu veux? Oui. Oui. Moi, j'en accompagne certaines patientes plus longtemps. Il y en a qui sont allées peut-être jusqu'à 9 mois, je dirais, 9 mois après. Les gens vont peut-être revenir à la charge pour me poser des questions parce que c'est difficile de parler à une patiente. Elle ne sait pas vraiment quoi nous parler parce qu'elle commence. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Alors, c'est souvent plus facile
de conter notre histoire à nous, un peu qu'est-ce que c'est les problèmes qu'on a eus. Puis on regarde quand même la fiche de la patiente à qui, si elle va avoir de chimio ou pas. Alors, tu sais, on limite ou on gauge qu'est-ce que c'est les conversations qu'on va avoir avec elle. Mais certaines vont durer plus longtemps. Puis ça dépend aussi de la synergie qu'on a avec la patiente. Puis ça dépend de la synergie de la patiente avec nous. Parce que c'est pas toujours... il y a l'âge, il y a la culture, il y a un paquet de choses qui viennent en ligne de compte qui va rendre la situation plus facile pour elle. C'est pas pour moi, parce que j'ai accompagné des gens de différentes religions, de toutes les sortes. Alors, ça change bien pour moi, même une Vietnamienne à qui je ne pouvais pas parler, que je faisais du Google Translate. Alors, on se débrouille. Mais c'est souvent du long terme et je l'offre, moi, le long terme. Et je pense que, comme Florence dit, c'est qu'il arrive un temps pour certaines patientes qui veulent switch over. On essaie tous là, de revenir à la vie normale, aussi normale qu'elle peut être. Alors, c'est là peut-être que les gens vont avoir tendance à prendre un certain recul. Mais je vais relancer les gens à peu près aux 3 mois, là, quand je me souviens qui ils sont, qu'est-ce qu'ils avaient fait, tout ça. Et puis, ils savent qu'ils sont remis dans les mains de leur médecin de famille, alors peut-être que ça va mieux, mais ils devraient avoir quelque chose, puis c'est qu'est-ce qu'on fait à HMR avec la trousse, de pouvoir offrir des suivis, mais qu'on offre le suivi, qu'on fasse le suivi nous aussi. Si on veut savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, il faut faire des suivis avec les gens. Parce que on peut avoir des ressources Internet, des choses comme ça, mais c'est pas tout le monde qui a un ordinateur, c'est pas tout le monde qui a un cellulaire. Il y a la langue, il y a la culture, il y a un paquet de choses qui viennent en ligne de compte qu'il faut être vraiment très flexible à pouvoir aider les gens et avoir une pièce avec des vidéos en continu sur différentes capsules que les gens peuvent aller visionner. Tu sais, un paquet de choses qui peut être fait pour offrir aux gens. Il y a l'âge aussi, je veux dire, comme mon âge est plus, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés qui ont des cancers. J'ai eu des patients qui avaient dans les 80 aussi, dans les 70. Alors, je pense que c'est là où, si on ouvre le livre encore plus grand pour leur dire qu'est-ce qui est disponible, c'est là que les choses vont changer. Très bien. En fait, c'était ça l'objet de la prochaine question. Comment on va justement jusqu'à la transition et quels sont les défis? Vous avez déjà commencé à esquisser un peu des solutions potentielles, mais la question, c'est vraiment quels sont les défis pour vous potentiellement à ce niveau-là? Je crois que tout ce que Carole a dit, effectivement, ça dépend de l'âge, ça dépend de la... Mais j'ai l'impression que c'est aussi le fait que, socialement parlant, une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, cette phase-là, elle est un peu ignorée. Elle est un peu ignorée. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant d'offrir un suivi, c'est-à-dire de suivre les patientes sur une base, parce que nous, en tout cas, à Paralonco au CHUM, on ne fait pas de suivi. On attend que les patientes nous appellent. Et peut-être qu'effectivement, cette méthode de rappeler les patientes et de faire un suivi, parce qu'elles sont toujours libres de dire, écoutez, j'ai pas besoin, je vous recontacterai au besoin, mais parce que je pense que même chez les patients, des fois, c'est ça, c'est peut-être pas un réflexe que c'est une période très importante, cette période de reconstruction-là. Parce qu'en fait, toute la société te dit, ah ben c'est fini. Donc, je suis pas sûre que les patientes aient conscientes elles-mêmes que c'est une période qui demande, pendant lesquelles on a certains besoins, qui sont pas les mêmes que pendant le traitement, mais pendant lesquels on a certains besoins. Et on a besoin de contact parce qu'on est un peu lâché dans la nature, comme on disait. Donc, c'est peut-être une très, très bonne idée d'avoir ce suivi dont Carole parlait. Et je dirais aussi, moi, je crois beaucoup dans les groupes. Donc, les groupes de soutien. Parce que c'est, voilà. Très bien. Oui, prochaine question.
Ben, encore là, moi, c'est différent parce que moi, j'ai des patientes qui viennent surtout de la génétique. Donc, j'ai des jeunes patientes, des jeunes adultes, jusqu'à toutes sortes d'âges. Fait que eux, bon, évidemment, ils viennent d'avoir qui ont une mutation, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec les décisions, comment prendre leurs décisions et tout ça. Fait que moi, je les guide à travers ça. Puis souvent, ces patientes-là, je vais avoir une seconde appel quelques temps plus tard parce que, bon, effectivement, ils ont pris leur décision. Puis, fait qu'ils me disent, ben, j'ai choisi telle option versus telle autre option, puis c'est mieux pour moi. Puis, ils me donnent leurs raisons et tout ça. Puis souvent, ils vont me rappeler, dire, ben là, j'ai ma date d'opération, ça fait tellement longtemps, j'attends, puis bon, tout ça. Fait que, fait que pour moi, c'est différent, mais effectivement, pour contacter les patientes à plusieurs reprises après leur fin de soins, il faut avoir les ressources aussi, parce que si on est juste une petite poignée de patientes accompagnateurs, on a de la difficulté déjà à avoir toutes les ressources pour faire celles qu'on a déjà. Fait que s'il faut tout appeler les patientes, à un moment donné, ça vient du travail à temps plein. Puis un défi aussi de tout prendre sans note, dire on vous rappelle dans 3 semaines ou on vous rappelle dans un mois ou quoi que ce soit. Si on est plusieurs patientes accompagnatrices, il n'y a pas de souci. On peut se partager. Si quelqu'un est débordé, je peux prendre une patiente d'un autre et tout ça. Donc, on peut se partager ce travail-là, mais il faut avoir un peu plus de ressources au niveau des patientes partenaires. Il faut que les gens dans le milieu de la santé imposent un peu notre service sans que ce soit un service. Dans le fond, c'est ça qu'on a besoin. Une automation, ça serait un nouveau projet, Pascal. Vraiment, merci pour ce que vous partagez avec nous, là, parce que je pense, comme tu disais très, très bien, Florence, là, c'est des besoins pas mal implicites, hein, ils ne sont pas vraiment explicites. Et on a aussi parlé pendant la matinée, là, le fait que ça se prépare quand même tôt dans la trajectoire, là, d'être capable de pouvoir anticiper qu'il y a le moment où on est en train de se battre contre son cancer, puis après, il y a comme toujours, on monte, et puis après, il y a un petit down après, là. Et comment, évidemment, on peut vous outiller, vous, à amener finalement cette conversation qui n'est pas évidente quoi, à avoir, parce qu'on est dans le combat, et puis en même temps, il faut quand même aussi se préparer à la suite. J'aimerais bien un peu vous entendre là-dessus. Puis, ça me rappelle aussi le projet qu'on mène avec la transplantation hépatique. Là, c'est que finalement, c'est un contact d'une façon régulière. Et le fait que ça soit régulier permet aussi de pouvoir aborder des thématiques un petit peu plus larges que juste répondre aux besoins ponctuels d'une personne, hein. Donc, j'aimerais aussi vous entendre un peu sur ces deux choses-là. Bon, alors, moi, j'ai l'impression que, parce que c'est vrai ce que tu disais, c'est que ça prendrait, s'il faut faire le suivi de tout le monde, etc. Ou en tout cas, il y a besoin de mettre en place des mécanismes qui pourraient permettre ça, là, sans que tout le monde soit complètement submergé. Là, j'ai perdu mon idée. Excuse-moi. Non. Pardon? Oui, oui, c'est ça. Donc, les groupes de discussion, je pense que, et oui, c'est ça que je voulais dire. Virage, déjà, offre quelque chose, un groupe sur la peur de la récidive. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal parce que au fond, c'est un gros, je ne sais pas si c'est fermé, si c'est pas fermé, etc. Mais il y a moyen de mettre en place justement ce type de groupe et d'informer les patientes pas évidemment quand ils sont en attente de la chirurgie, mais ça fait partie peut-être un petit peu du rayonnement de Parole Onco, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes qui permettent d'informer les patients de l'existence de Parole Onco, que ce soit pour n'importe quel site tumoral, et de ce que ça donne. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas très connu. Hein? Les patients partenaires, c'est un concept qui est malheureusement pas complètement connu auprès des patients. Je parle même pas des équipes cliniques et tout ça. Donc,
Il y a des choses qui existent, qui sont comme embryonnaires, qui, à mon avis, pourraient être excellentes, mais ça demande qu'il y ait d'autres efforts qui se fassent à côté, comme par exemple informer sur c'est quoi un patient partenaire, c'est quoi parole onco, enfin, etc., etc. Donc, à quel moment de la trajectoire est-ce qu'on peut faire ce travail de sensibilisation? Je ne sais pas, là, mais je pense que ça demande ça. On va aller chercher les ressources du milieu, puis la fondation aussi, je l'ai laissé aussi, Cédric, prendre la parole là-dessus. Il y a un peu un petit appel pour Cédric. C'est clairement un appel, merci. Justement, pour rebondir là-dessus, comment vous voyez le rôle des organismes communautaires sur cette partie-là? Comment est-ce qu'on pourrait s'intégrer? Comment on pourrait s'intégrer? Et comment il pourrait peut-être y avoir des liens plus directs pour pouvoir aider sur cette période de transition et sur l'après? C'est certain qu'on ne refuse pas l'aide de personnes pour aider les patients. C'est sûr que, comme on a dit possiblement toute l'avant-midi, on travaille peut-être trop en silo. Donc, c'est dire, c'est pas juste dans ma cour, c'est dans la cour de l'autre. Puis bon, ben OK, on se fait une grande cour, puis on s'assemble ensemble pour arriver puis donner le service le plus rapidement possible, à plus de population possible. Fait que si on veut s'agrandir, ben oui, je pense que la Fondation du cancer du sein peut être là, le Cancer Canada, tous ces organismes-là, Ovaires Canada, on peut les nommer toutes, là. C'est sûr que si on travaille ensemble, je sais que chez vous, vous en avez quelques patientes partenaires, accompagnatrices. Donc, oui, ça peut être un soutien aux patientes ici au CHUM ou à un autre centre hospitalier qui pourrait justement combiner, dire, ben là, nous, on a beaucoup. Bon, c'est sensiblement les mêmes choses ailleurs aussi. Donc, prendre un peu le relais, là. Souvent, moi, je vais les référer, les patientes aussi chez vous parce que justement, bon, il y a des sites Internet qui peuvent, des pages Facebook chez vous ou ailleurs. Puis, on les donne, ces références-là, si nous, on n'est pas apte à donner tous les services qu'ils ont besoin, soit financiers ou transport ou hébergement ou peu importe, on les réfère. Là. Donc, il y a vraiment un enjeu de référence vers les ressources, mais et puis quand je vous écoute, j'apprends beaucoup de choses et je me rends compte qu'il y a peut-être aussi un enjeu qu'il faut qu'on travaille ensemble sur vraiment des liens directs, pas seulement sur les ressources, mais pour co-construire aussi les ressources qu'on va proposer, parce que, bah oui, on est très en silo et malheureusement, bah, on réinvente la roue certaines fois et il y aurait vraiment des avantages pour tout le monde à travailler encore plus proche avec les différents groupes de patients accompagnateurs pour justement co-créer les ressources aussi, enfin les services existants et pas juste que dans notre coin, avec le retour de notre communauté, on crée des choses parce qu'en fait, on perd du temps. Puis je pense qu'on peut s'améliorer largement là-dessus. Oui, puis Je en crois tant que qu'on patient peut- partenaire, on est toujours aussi en formation. Je veux dire, on a une formation pour bien accompagner nos patients, mais aussi, c'est qu'on continue toujours la formation parce que les techniques ou les choses changent, les convalescences ne sont pas les mêmes, les traitements changent aussi. Donc, il faut toujours être à l'affût des nouvelles activités qui se passent partout. Fait qu'on est toujours en formation continue. Fait que c'est le fun de pouvoir échanger avec soit de temps à autre avec les médecins, les infirmières, les cliniciennes, tout le monde dans le réseau. On est là pour justement apprendre puis faciliter la vie de tout le monde, puis en connaissant bien notre rôle aussi. Là. Le système hospitalier savent très bien quand on a terminé nos traitements. Il y a de l'automation qui se fait. Et puis, la même chose que le gouvernement nous envoie une lettre à certains qui sont de l'âge, qu'il est temps de commencer un dépistage contre le cancer du sein. Alors, quand la personne termine ses traitements, envoyer une lettre, pareil comme le dépistage du cancer du sein, disant, moi, je dis toujours félicitations. Félicitations, vous avez terminé vos traitements. Vous êtes une graduée de l'école du cancer. C'est terminé. Maintenant, si on peut, vous avez déjà été accompagné par une patiente accompagnatrice ou pas. Et
qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans les prochains mois, la prochaine année? On a une équipe, on peut avoir une personne par hôpital qui est peut-être plus spécialisée avec l'après-cancer et d'avoir une autre trousse d'informations à cet effet-là. C'est génial parce que là, on a vraiment notre chantier 3 qui est là-dessus, là, ce qui est vraiment quel est votre rôle et comment il évolue. Et on serait vraiment très heureux que Cédric, tu puisses vraiment contribuer à ce chantier, puis qu'on réfléchisse vraiment largement sur toutes vos bonnes idées, là, puis qui sont quand même pas mal sous contrôle, quoi. On peut les faire là, sans être engloutis sur 50 000 obligations qui sont parfois un petit peu difficiles à passer au travers, là. Donc, moi, j'aime bien là, tout ce que vous avez amené, là, ça peut être facilement mis en place. Et puis, je suis sûre qu'avec le contrôle, vraiment le soutien de la Fondation, on peut aller beaucoup plus vite, là. Marie-Ève? Oui, en fait, je trouve ça vraiment intéressant, toutes les pistes de solutions que vous apportez. Je pense qu'il y a des belles choses, comme tu dis, Marie-Pascale, qu'on peut explorer là-dedans. Mais aussi, quand on parle de parole en cours, je trouve qu'on pense beaucoup à inviter les patients vers un patient accompagnateur au moment du diagnostic, au moment de transition. Mais je pense que la formation des professionnels, la période de transition de l'après-traitement, tous les défis, ça demeure quand même méconnu des professionnels. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Je ne sais pas, vous avez écouté le balado Les Guéris, Dr Rouleau, qui est celle qui a parti ce balado-là avec sa sœur. C'est une médecin, puis elle dit qu'elle n'avait aucunement conscience de tous les défis de l'après-cancer, puis elle est elle-même médecin. Donc, je pense qu'il y a vraiment un message clé ou même une formation auprès des professionnels qui travaillent dans. Puis quand je parle de professionnels, je parle des gens en oncologie, là, puis pas juste les gens de première ligne ou deuxième ligne. Vraiment pour les sensibiliser sur cette période de transition-là, qui est aussi importante que la période diagnostique ou de récidive. Donc, ça serait une piste de solution que je rajouterais aussi, là. Super. Écoutez, merci. J'aurais juste quelque chose que je voudrais rajouter. Je pense un petit peu à ce que Mado fait Madeleine fait à Québec. Elle rencontre les gens de la génétique. On pourrait faire la même chose avec les gens qui viennent finir leur traitement, puis avoir peut-être un psychologue qui mène le groupe, puis dire, bien, on a accès... on a accès à cet échange-là une fois par mois ou quelque chose comme ça, puis ça faciliterait tellement le retour à la vie normale. On a un plan pour cette année, là, je pense vraiment pour travailler très étroitement, pour développer vraiment des interventions assez concrètes et qui auraient un impact réel auprès de la vie des personnes qui vivent cette période de transition quand même souvent comme un trou noir, là. Merci. Juste un petit commentaire. C'est généralement dans ce type de conversation qu'on se rend compte qu'on fait de belles choses, on travaille en silo et qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il faudra multiplier ce type de rencontres, en fait. On n'a pas parlé de Marie-Pascale, mais je pense quand même que j'en ai parlé un petit peu avec Maxime tantôt. Je pense quand même que ce type de dialogue, de conversation qu'on a, est une opportunité, en fait, pour partager les expériences et de voir, en fait, ce qui est fait dans les différents milieux. Et puis, encore une fois, ne pas réinventer l'autre chose, et puis tout ça, et de pouvoir éventuellement. Et là, ça donne des idées de projets de recherche encore. J'allais discuter encore une autre avec Jocelyne tantôt. Donc, c'était vraiment, il va falloir qu'on multiplie éventuellement. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce partage.